Bienvenue à tous pour ce podcast spécial débrief Ligue des Champions après la déroute de hier soir face à Leipzig. J'ai la chance d'être accompagné par Jérémy, Hello. Alan, Salut. Nathanaël Salut. et Guillaume. Salut. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Twitter et bien évidemment sur le forum pour pouvoir participer à la vie du forum et aux émissions. J'espère que mes compères sont chauds. Il y a énormément de choses à dire sur cette fin, malheureusement, de parcours en Ligue des Champions et sur le match de hier soir. On va tout de suite commencer par un léger débrief du match de hier soir. Match hier soir face à Leipzig en Allemagne, face à une équipe qui venait de faire 3-3 et un excellent match face au Bayern. Le début du match est très très compliqué. Comme Angelino marque après 2 minutes, on a une légère occasion par Greenwood qui se retrouve en 1 contre 1 plus ou moins avec le gardien. Il écrase sa frappe. Et après ça, c'est l'hécatombe, c'est le 2-0 sur un nouveau centre et Aïdara seul au deuxième poteau. Forsberg a eu encore 2 occasions de tuer le match et de mettre le 3-0 après moins de 30 minutes. On a encore une chance, c'est que le goal est annulé de, je ne sais plus le nom, le défenseur central de Leipzig sur un corner, sur le retour de corner, pardon. Orban. Exact, Orban, merci. Et après ça, changement à la mi-temps, rentrée de Van de Beek, un léger mieux dans le jeu, même si c'était pas du tout transcendant. On prend le 3-0 sur une action défensive honteuse, comme on en a le secret et l'habitude. Et après ça, coaching lunaire, on change 3 défenseurs pour en faire entrer 3 autres. Un penalty très généreux de l'arbitre sur une faute sur Greenwood, 3-1. Quelques instants plus tard, 3-2 de Pogba ou Maguire, on ne sait pas qui touche la balle pour finir. Et malheureusement, on n'arrivera pas à créer l'exploit et le miracle. Et nous sommes éliminés sur cette piètre performance. Match très difficile à suivre, match qui nous a fait mal, qui nous a remis à notre place sur beaucoup de points. Et beaucoup de joueurs et de membres de Manchester United ont été remis à leur place par un club et une équipe qui joue et qui travaille de façon beaucoup mieux. Pour finir sur le petit débrief et sur le bilan, donc nous finissons 3e de ce groupe avec 9 points. Nous avons marqué 15 buts et nous avons encaissé 10 buts. Donc nous finissons malheureusement aussi avec 3 défaites lors des 4 derniers matchs. C'était un peu long, mais voilà, on va commencer directement par vos flops sur ce premier tour, sur le seul tour qu'on va jouer malheureusement en Ligue des Champions. Et on finira par les tops pour retrouver un peu d'optimisme. Dans les flops, Alan, tu voulais parler de Manchester United au global. Ouais, parce que cette élimination pour moi c'est global. C'est Woodward qui n'a pas soutenu cet été Solskjaer sur le mercato. C'est les joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous sur les derniers matchs. Et c'est Solskjaer qui a montré qu'il n'avait pas le niveau pour entraîner Manchester. Donc voilà, c'est Manchester dans le club dans sa globalité qui est responsable de l'élimination aujourd'hui, quoi. C'est vrai que Voilà. ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, j'ai de la peine à l'imputer au board, même si on connaît tous les problèmes qu'on a avec le board, avec Ed Woodward et toute sa clique d'avocats ou de banquiers. Mais je comprends ton désarroi. On a des problèmes que tout le monde a identifiés bien avant et on n'est pas payé justement pour analyser ces problèmes. Les problèmes défensifs, le problème de vitesse. Il y a eu des erreurs sur toute la ligne. Je suis complètement d'accord avec toi. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Nathanaël, toi comme flop, tu avais Anthony Martial. Plutôt, oui, parce que comme je suis un grand rancunier, je lui en veux énormément pour ce non-match qu'il a fait il y a une semaine. On avait plus besoin justement d'une grande performance.
avec à la clé ces 2 énormes ratés qui pour moi ont été le tournant tout simplement de notre destin dans cette phase de groupe. Après, certains ont dit, notamment sur le forum, que c'était lié, enfin que finalement là on pouvait avoir des regrets, c'était sur ce non-match en Turquie. Et c'est vrai que c'est difficile de leur donner tort également. Mais pour moi, contre le PSG, vu que ce résultat de Turquie a malheureusement été acquis à ce moment-là, il y avait moyen de se relancer. Il y avait ce match capital contre le club de la capitale, c'est leur jeu de mots de merde. Il faut bien se consoler comme on peut. Et voilà, il y a Martial qui fait un non-match, enfin quasiment un non-match, même s'il a été un peu moins pire que d'habitude, c'est le pire, quoi. Mais il fait ces 2 ratés qui sont pour moi impardonnables à ce niveau, quoi. Et je lui en veux encore beaucoup par rapport à ça, alors qu'au final, sur les autres matchs, il n'a pas forcément été pire que d'autres, hein, je trouve. Mais là, c'était vraiment ce que je retiens le plus, quoi. Ouais. Vraiment. Jérémy, je sais que toi, tu n'es pas un énorme fan de Martial, surtout au poste d'avant-centre. Complètement. Moi, j'avoue qu'au niveau de Martial, c'est un joueur, bon, dès son arrivée, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais qu'il a eu des phases où ça allait dans les saisons précédentes, mais jamais sur une saison complète. En fait, toujours été un joueur cyclique. Mais vraiment, à mon goût, on l'a mal utilisé et j'ai vraiment même de gros doutes sur les qualités du joueur. C'est-à-dire que j'ai aucun doute sur ses qualités ponctuelles. Il sera capable de temps en temps de sortir un geste, de sortir une frappe, de mettre un but. Mais vraiment, sur la durée, c'est pas un joueur sur qui on peut compter. C'est un joueur qui joue dans un mode de fonctionnement qui actuellement n'est pas adapté parce qu'il joue dos au but. Donc en fait, quand un attaquant joue dos au but, c'est qu'il est prêt à combiner. Et actuellement, on ne sait pas combiner. Donc je comprends pas cette volonté de jouer de haut but, sachant que quand on le remplace par Cavani, on s'aperçoit que Cavani ne joue pas de haut but. Donc ce ne sont pas des ordres, ce ne sont pas des instructions du coach. C'est vraiment une manière de lui se mettre en situation. Il n'est pas capable de faire la différence seul, balle au pied sans être lancé, et il joue maintenant à l'arrêt de dos. Vraiment, je comprends pas. Et honnêtement, vraiment, je suis désolé, mais nos Français dans notre club actuellement, ce sont vraiment des déceptions. On pourra venir sur le deuxième plus tard, mais vraiment là, Martial, vraiment dans les flops, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, Martial, il peut être dans un très grand club, parce qu'en théorie, on est encore un grand club, mais pas comme titulaire. C'est un joueur qui est trop épisodique, c'est-à-dire qu'il a des bonnes performances une fois tous les temps, cyclique, merci. Mais ça devrait être un joker dans une top équipe. Et malheureusement, nous, on en a fait notre buteur. Il fait très peu d'appels, il se crée très peu d'occasions. Alors, hier, il fait pas partie du naufrage, parce qu'il était pas sur la feuille de match, où il n'a pas joué, il était blessé, ou diminué, en tout cas. Donc, il n'a pas joué, mais son match face à Paris nous coûte la qualification. S'il met un des deux, je vois pas Paris nous battre, parce qu'ils étaient dans un vrai temps faible physique. Donc on aurait pu tuer ce match-là. Au final, il marque 2 buts, mais dont un c'est un penalty. On sent vraiment que toute l'équipe a tout fait pour qu'il marque, parce qu'il était déjà dans un creux. Guillaume, je sais que j'ai envie de t'entendre sur ce Martial. Juste un petit point avant. Une petite stat que j'avais fait après le match de ce week-end. Sur les 20 derniers matchs Martial, hors penalty, parce qu'aujourd'hui, la Première Ligue compte des passes décisives s'il y a une faute sur vous et que vous créez un penalty. Donc hors penalty, Martial, sur les 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 buts, 2 passes décisives, 3 matchs de suspension. Voilà, je te laisse avec ça pour me donner ton avis sur Anthony Martial et sur sa saison qui est très 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 compliquée. Ouais, je pense qu'après, vous avez déjà dit pas mal. C'est un joueur qui est effectivement cyclique. Moi, j'ai un peu de mal. Je veux bien laisser une chance à tout le monde, au coach, aux joueurs. Je suis du genre assez patient. Mais c'est vrai que depuis qu'il est là, voilà, c'est pas, y a pas une explosion au bout d'un moment, il n'y a pas une constance au bout d'un moment. Donc c'est vrai que voilà, on s'appuie beaucoup sur lui à défaut d'avoir mieux, et malheureusement, voilà, un match contre Paris, c'est sûr que c'est rageant de le voir louper comme ça 2 occasions qui sont cruciales, surtout quand on connaît derrière notre classement final. C'est sûr que c'est très embêtant. Et franchement, voilà, Martial, je l'aime bien, j'ai rien contre lui directement, mais je suis pas sûr que ça soit un joueur
pour les ambitions qu'on a et les moyens qu'on met justement par rapport à ça, je suis pas sûr que ça soit un joueur qui devrait être titulaire. Complètement d'accord. Juste aussi, vu que tu as utilisé le mot moyen, juste pour dire qu'il est payé 14 millions par an, comme Rashford, et c'est deux joueurs qui sont payés autant cher que Harry Kane et plus cher que Heung-min Son, par exemple. Je vous dis des chiffres comme ça qui sont dans un championnat équivalent, exactement le même. Donc, juste pour finir sur le cas Martial, moi j'ai mon avis sur lui. Je parle en tant que buteur, hein, c'est ce que Solskjaer a voulu en faire. Il l'utilise comme ça. En un mot, est-ce que vous feriez l'échange? Ben, on peut pas parce qu'il est parti de chez nous, mais est-ce que vous échangeriez aujourd'hui dans un monde fictif Lukaku contre Martial? Honnêtement, oui. Oui, Guillaume? Les profils sont différents. J'ai du mal à dire oui et j'ai du mal à dire non avec certitude. Mais là, je sais pas. Si je dis oui, je parlerai à chaud, donc je vais pas vraiment me prononcer là-dessus. Jérémy? Alors, non, parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien qu'on essaye Greenwood en pointe. Ah bah oui, Parce alors que, là, donc du coup, en fait, non. Moi, si tu me demandes, en fait, je ne l'échange pas à Martial, je le donne. Et j'essaye de... Ou alors, je l'échange, mais contre un ailier qui prendra sa place sur un côté. On a Et dit même Willard. qui prendra la place de Greenwood sur un côté. Et Vas-y, j'aimerais vraiment voir Greenwood en neuf qui, à mon sens, déjà joue dans le sens du but et pas de haut but parce que ça me rend dingue. Et qui, à mon sens, devrait être déjà plus juste que Martial. D'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs sur son action, quand il démarre et qu'il joue dans le sens du but, bon, il finit pas correctement. Il aurait pu passer aussi, je précise, à Rashford. Il lève la tête, il le voit, il passe pas, ça énerve moi, un je trouve peu, ça normal. mais non, du coup, je ne l'échange pas contre Lukaku, je le donne et je mets Greenwood à sa place en pointe. Ok, et Alan, j'ai pas eu ton avis. Tu fais l'échange, oui ou non? Martial, Lukaku? Non. Non, ok. Alors il n'y a que moi qui le ferai presque, mais Ah non, avec moi Nat. aussi. Mais Ouais. bref, on est en tout Je cas prends très ça à déçus. chaud, hein. Ouais. On est très déçus en tout cas de son premier tour. De tous nos attaquants, est-ce que ça a été le moins bon? Je sais pas. En tout cas, celui qui a le plus déçu et raté, ça c'est certain. Dans les flops, on va continuer. On va prendre le gros morceau, hein. On a un flop commun avec Guillaume. Et je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie des fans de Manchester United l'ont. C'est bien sûr Ole Gunnar Solskjaer. Je vais te laisser, Guillaume, dire ce que tu penses et pourquoi tu l'as mis en flop. Et moi, après, je sortirai la sulfateuse. Alors oui, le coach, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis très patient. Pour ceux qui sont là depuis assez longtemps sur le forum, ils savent que j'ai défendu corps et âme Moyes en son temps. Mourinho Solskjaer, aussi. non, Mourinho, non, c'est loin de là. Mais non, je suis très patient. Je veux bien laisser beaucoup de temps aux coachs et aux joueurs pour s'adapter à leur nouvel environnement. Mais moi, ce qui me pose vraiment beaucoup de problème avec lui, c'est son manque de caractère sur le banc. On prend un but, il réagit pas. On marque un but, il réagit pas ou très peu. Les changements sont tardifs, sont des fois incohérents. Donc, il a eu des premiers mois quand il est arrivé qui ont été fantastiques. On se souvient tous de cette élimination contre le PSG. Pour ça, merci et j'oublierai pas. Mais franchement, là, sur la durée, on se dit, est-ce qu'il a vraiment le caractère pour pouvoir mener une équipe qui a beaucoup d'ambition vers le haut. Là, il n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions, alors que c'est quand même là où on devrait être chaque année. L'année dernière, je trouve que la 3e place, elle est presque miraculeuse. Donc voilà, moi je veux bien être très patient, mais là je vois pas beaucoup d'évolution à son niveau à lui. On aurait pu se dire qu'au début, voilà, il avait besoin de passer d'une équipe comme il avait en Norvège à Manchester, il y avait effectivement un énorme pas. Donc on pouvait se dire bon voilà, il lui faut un petit peu de temps pour s'adapter. Il connaît le club, mais il connaît pas le très très haut niveau coaching. Mais là, ça peut pas durer 3-4 ans comme ça. Je l'aime beaucoup, hein, y a pas de problème, mais vu les moyens qu'on met, on peut pas le garder comme ça, ou alors faut qu'il réagisse, mais c'est peut-être déjà trop tard. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, tout le monde, tous ceux qui écoutent le podcast savent que je suis pour un départ de Solskjaer. Je suis pas un hater ou un anti-Solskjaer comme certains peuvent le dire, mais il y a trop de choses qui vont pas.
Premièrement, sur cette phase de groupe, pour moi, il y a 3 matchs où ils se foirent. Je vais commencer par le premier où les torts sont partagés. C'est le match contre Istanbul. Si je peux me permettre, Oui. juste culturellement, on a toujours eu du mal à Istanbul. Je sais qu'on fait un non-match vraiment important là-bas, mais à la limite, c'est dans toute la série, c'est le seul que je peux pardonner parce que les non-matchs là-bas, on les a fait avec tous les coachs Ferguson dedans. Ouais. Istanbul, je crois que c'est la destination, elle est blacklistée pour notre club. C'est impossible. T'as même pas l'excuse Mais- du public. Mais ouais, déjà, il n'y a pas l'excuse du public, c'est vrai que ça change quand même, parce que le public turc, en tant que Suisse, je vous promets qu'on a vécu des époques sympas contre la Turquie où le terrain était envahi. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas évident, mais en fait, t'as pas le droit de prendre un match à la légère comme ça. Et Je sais que tout part de là, mais ouais, juste Ouais. vu la destination, je me dis qu'allez, ça fait partie de la culture du club. On sait que des fois, c'est un peu dans l'ADN, tu sais, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas Mhm. rationnel, mais c'est un peu dans l'ADN, tu sais que t'as contre certaines choses, ça Je- peut mal se passer. Et pour moi, la Turquie, dans notre ADN, ça a toujours été de mauvais souvenirs, même s'il y a eu des victoires, mais c'est globalement des mauvais souvenirs. Donc c'est le seul, moi, personnellement, que je peux pardonner dans le reste de ce qu'on a vécu. Je serais d'accord avec toi sur ce point si on faisait pas la même chose contre Crystal Palace, contre Brighton et contre presque toutes les petites équipes qu'on affronte. On était à domicile cette fois, Ouais. c'est pas pareil, attention. On perd. Non, on Non, perd. Brighton était à l'extérieur. on Brighton perd. à l'extérieur, pardon. Ah ouais, oui, bien sûr, oui. Mais je dis, on a cette tendance sous Solskjaer depuis quand même depuis qu'il est là. Tous les matchs face aux présumés petits, on les prend par-dessus la jambe et c'est pas pardonnable. Le match contre Istanbul, c'est peut-être le pire match de foot que j'ai vu de Manchester. Oh, il y en a tellement. Non, je peux pas dire ça, mais l'effectif, je comprends. l'effectif en face était vraiment. On s'est fait avoir par le cadavre de Dembaba, quoi. L'action où il marque, où il part seul en contre, j'arrive toujours pas à comprendre. Ah oui, Bref. non, ça- Bref, de toute façon, les joueurs sont. Et j'en reviendrai après, sur le point que je veux aborder. Le match contre le PSG, il se fait outcoacher en deuxième mi-temps par Tourelle, alors qu'ils sont complètement cramés. Il arrive à faire Tourelle les bons changements pour relancer son équipe, ce que n'arrive pas à faire Solskjaer. Ses remplacements sont trop tardifs, ça coûte le carton rouge. Oui, c'est pas lui qui fait faute, c'est pas Solskjaer qui est sur le terrain, mais le carton rouge de Fred, tout le monde l'a vu à des kilomètres. T'as pas d'excuse, t'as pas le droit de. Fred qui prend un carton jaune très très tôt, qui aurait dû être expulsé déjà aux alentours de la 30e minute et qui fait 5 ou 6 fautes avant la mi-temps, t'as pas le droit d'être surpris qu'il se fasse expulser à la 75e minute. Donc ça pour moi c'est une deuxième erreur de débutant. Mais allez, c'est la première erreur de débutant, je suis gentil, je te l'accorde Jérémy sur Istanbul. Et hier, j'ai rarement vu un match comme hier face à Leipzig où j'ai vu autant d'erreurs incompréhensibles. Je sais pas vous, moi j'entraîne des équipes de foot. Le premier truc qu'on m'a appris lors des cours d'entraîneur, et puis même de toute façon n'importe qui peut te le dire, tu ne pars jamais pour faire match nul. 24 heures avant le match, il dit Manchester United, on ne joue jamais le nul. Tu commences le match, tu joues avec 5 vrais défenseurs, parce que le 3-5-2, moi ça me dérange pas, s'il est fait avec des alliés sur le côté, mais quand t'es deux... en fait, on a joué avec 3 latéraux, 2 défenseurs centraux, et 2 milieux défensifs purs à 100% qui créent rien. On peut parler de ça. J'ai une question là-dessus. C'est une vraie question, c'est une question ouverte. Je n'ai pas la réponse. C'est une vraie question. Ok, on a été mauvais, clairement. Personne ne dira le contraire hier. Et notamment, on s'est fait prendre à peu près 2, voire presque 3 fois de la même manière sur clairement un problème à la fois d'alignement et un problème de répartition latérale sur le terrain. C'est-à-dire que, en fait, nos joueurs étaient mal placés. Sachant que c'est la première fois, je le mets en parallèle, que c'est la première fois qu'on joue avec 2 latéraux sur le même côté, et plus ou moins dans ce dispositif-là, je serais curieux de savoir, j'aimerais bien savoir si on a travaillé quelque chose de précis à l'entraînement, qu'on aurait essayé de mettre en place sur le terrain, c'est un échec cuisant, mais qu'on aurait essayé de mettre en place, parce que je peux comprendre que de temps en temps un joueur a un loupé. Mais comment ça se fait que nos latéraux n'étaient pas sur leur côté, en fait? Quand tu regardes la première action, le premier but, c'est Bissaka, Wan-Bissaka, et je comprends pas, il est quasiment au milieu du terrain, et il a son vis-à-vis qui a champ libre. Et le deuxième but, c'est l'inverse de l'autre côté, où Test et Shaw, les deux sont déportés,
et les deux ne sont pas, alors qu'ils sont dans le même couloir, ne sont pas dans leur couloir tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande si vraiment on n'a pas essayé de changer des habitudes tactiques. Et si c'est ça, ça a mal été fait parce que nos joueurs se sont complètement noyés. Il y a un problème. C'était incroyable. Il y a un Je problème pense de que les base. joueurs, ils ont été. Pardon. Pardon, il y a un problème de base avec Solskjaer. Et ça excuse pas tous les joueurs. Les joueurs, Wan-Bissaka, il a le droit de regarder dans son dos. Hein. Pourtant, je suis un de ses plus fervents fans, mais il a le droit de regarder dans son dos une fois de temps en temps. Avec Solskjaer, si vous regardez, ça fait quoi? 10 matchs où on change de dispositif 10 fois, où on change les hommes 10 fois. On s'est retrouvé avec des. On n'est même pas. On a fait quoi? 2 mois de compétition? On est 2 mois et demi de championnat. Ouais. Avec le début du championnat qui était, je sais plus où, fin août. Non, on a eu on a eu en septembre, ouais, donc 2-3 mois de championnat. Ouais. On a déjà joué en 4-4 de losange, en 4-2-3-1, en 3-4-3, en 3-5-2, en 5-3-2, comme on l'a fait là ou contre le PSG le premier match. On a déjà eu des doubles pivots, Fred McTominay, Fred Matic, Fred Pogba, Fred Van de Beek, Matic, McTominay, Matic, Pogba, Matic. Bref, les joueurs sont paumés. Sur le terrain, ça se voit, ils sont paumés et on s'est fait défoncer hier soir par une équipe qui était sûre de ses forces. On a mis 5 défenseurs alors qu'eux, ils n'ont mis aucun attaquant. Oui. Par rapport au match, par rapport à la compo, juste, je voulais revenir sur un point qu'on n'a pas évoqué. Déjà, Luke Shaw, il est blessé. Ouais. Il est blessé, et là, d'un coup, on le fout titulaire comme ça, déjà dans un dispositif dans lequel il n'est pas forcément habitué. Et déjà, moi, je trouve que s'il y a bien un poste où il faut de la stabilité, enfin, un secteur où il en faut, c'est la défense. Et là, comment on peut passer d'une défense à 4 à une défense à 3 du jour au lendemain avec un mec qui est blessé, qui n'est même pas à 100% physiquement? Ça, c'est incroyable, quoi. Pour moi, c'est plus le fait qu'on met 2 milieux défensifs, ce qui fait que, comme ce que j'avais dit à propos de Solskjaer, là, je l'avais défendu quand j'avais dit que c'était bien qu'il sorte un Matic contre Southampton. Mais là, du coup, il a fait exactement ce qu'il aurait fait comme connerie s'il avait sorti Matic. C'est-à-dire qu'on a un milieu de terrain qui n'a aucun lien avec l'attaque, puisqu'on a 2 milieux défensifs qui effectivement ne créent rien, qui ne sont absolument pas complémentaires. C'était sûr, quand j'ai vu la compo, pour moi, le match, il était perdu, déjà. Moi, je suis d'accord avec toi. Et surtout, on commence le match, on est Manchester United, on joue face à Leipzig, qui joue sans 3 de leurs titulaires principaux, qui étaient Upamecano en défense centrale, Klostermann, qui était le meilleur latéral gauche de Bundesliga l'année passée, et surtout Kendall Leimer, qui est ils l'appellent tous le Messi du pressing, qui est une bête au milieu de terrain. Bref, ils jouent sans 3 de leurs meilleurs joueurs défensifs. Et toi, tu vas les affronter en jouant avec 8 joueurs sur 11 défensifs. Tu peux pas. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, surtout quand toi, tu oses dire ah non, mais Manchester United, c'est de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Il est perdu. Il sait pas quoi faire. Et pour finir sur ces erreurs, sur ce match-là, mon gars, il y a 3-0, oui, bien sûr. Quand on prend le 3-0, personne n'y croyait, on ne va pas se mentir. Mais à quel moment tu fais sortir 3 défenseurs pour en faire rentrer 3 nouveaux? J'ai jamais vu ça. C'est des remplacements qui sont complètement lunaires. Alors on se retrouve avec la plus grande chance de l'histoire à 3-2. On peut pousser, mais non, on ne peut pas pousser vu qu'on n'a que des joueurs défensifs sur le terrain. On a failli le faire, on dirait, sur un centre de Pogba. Mais non, ça fait trop d'erreurs. C'est Jérémy qui m'avait, parce que moi j'avais aussi tendance à lui excuser des erreurs de jeunesse, mais c'est Jérémy qui m'avait remis à l'ordre là-dessus. Ouais. Solskjaer, ça fait depuis 2011 qu'il coach des pros. Et 2007 qu'il coach vraiment. Ouais, sauf que je suis gentil, je compte pas les juniors. Ouais. Donc on peut pas avoir de l'indulgence sur des erreurs comme ça. Quand tu as autant expérimenté, je suis désolé, il a bientôt 400 matchs, il a bientôt entraîné 400 matchs en pro. Et malheureusement, comme tu l'as dit Guillaume, il n'y a pas d'amélioration. Que ce soit dans le jeu, aujourd'hui on l'a vu, hier on l'a vu, on a affronté un collectif où si tu prends chaque joueur individuellement, il y en a très très peu qui jouent, qui seraient dans notre 11, mais ils ont un collectif, ils ont un coach qui a du génie, ils ont un coach qui sait qui foire pas toutes ses premières mi-temps, comme je l'avais marqué en rigolant sur le forum. Est-ce que pour une fois on pourra avoir une première mi-temps sans être dégueulasse? La réponse, c'est non. Et j'ai l'impression qu'on est sauvé en championnat parce que
On a toujours des individualités de très grande classe. On a un des 10 meilleurs effectifs au monde, hein, sur le papier, et qu'on se sauve toujours avec des sursauts d'orgueil de Bruno Fernandes, Rashford, ou Greenwood, ou Martial, ou Cavani. Bon, pas Martial cette année, mais des joueurs qui sont des top joueurs et titulaires dans les meilleures sélections mondiales. Mais non, là déjà j'étais pour son départ avant, mais je peux pas voir un avenir avec lui. Je suis désolé, Solskjaer a été un super joueur pour Manchester, mais et là j'en veux, mais passer du 22e championnat européen au premier avec l'Angleterre, de devoir entraîner Malmö et passer directement au Molde, attention. Molde, Franchement, pardon. Molde, attention. Et de passer de Molde et directement à un des top 3 clubs les plus puissants au monde, le saut était beaucoup trop haut et il y a trop. Il y a trop. Il y a rien j'ai rien de positif à lui dire en 2 ans. Toujours pas de schéma, les joueurs sont perdus. Toujours pas d'animation. Des fois, j'ai l'impression d'être sur FIFA où tu es sur l'Ultimate Team et tu te dis tout d'un coup, ah putain, je perds, qu'est-ce que je fais? Allez, je fais rentrer un ailier. J'ai vraiment cette impression-là. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien du tout. Donc, J'allais te dire que, pour paraphraser Monsieur Louis Van Gaal, il n'est pas arrivé avec une philosophie. C'est ça qui est difficile en fait. C'est que finalement, les coachs qu'on a eu avant lui, à tort ou à raison, on a aimé ou pas les résultats, bon, qu'importe, qu'importe le résultat, c'est facile de juger le résultat parce que c'était forcément après coup, mais ils sont quand même tous arrivés avec une philosophie. Moyes, qu'on le veuille ou pas, il est arrivé avec un jeu direct. Alors, ok, peut-être sur certains matchs poussés à l'extrême, mais c'est pas pendant 3 matchs poussés à l'extrême qui va représenter tous les matchs qu'il a fait chez nous. Il est arrivé avec une philosophie où on passait par les ailes, on avait un jeu de centre. Je veux dire, ok. Van Gaal est arrivé, on a vu un jeu qu'on a qualifié de boring, mais c'est pas grave, il avait une philosophie, une assise, on jouait énormément en triangle, des passes courtes. Il avait la sienne. Mourinho est arrivé avec son bloc défensif comme il sait faire, en prenant position du milieu de terrain, c'était son truc, assez difficile, assez dur sur l'homme, McTominay. Il arrive avec son idée, il est mort avec, mais il arrive avec son idée. Ben, c'est le problème avec Solskjaer, c'est qu'en fait, il n'y a pas de philosophie. C'est-à-dire que c'est quand même dingue, c'est quand même un joueur qui a été un immense attaquant. Je peux même pas dire grand, je vais dire immense. Il a une carrière que je pense que 99% des attaquants auraient voulu avoir, avec des victoires qu'il aurait voulu avoir, des victoires en Ligue des Champions, c'est ton but, c'est victorieux, enfin, des trucs de dingue. Et je comprends pas comment on peut pas développer un football ultra offensif quand tu as eu cette carrière-là. Je veux dire, je lui aurais excusé le fait qu'on prenne 3 buts par match si on en mettait 4 par match. C'est-à-dire qu'il dit, ok, moi je suis un joueur, j'aime l'attaque, il faut que ça joue, tant pis, on va prendre des buts parce qu'on en mettra toujours un de plus. Mais là, on n'est même pas dans cette philosophie-là. Il joue avec 2 milieux défensifs. Le mec, qui était un attaquant de folie, il joue avec 2 milieux défensifs. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ouais, on est bien d'accord. De toute façon, il nous a. En plus de ça, ses déclarations sont lunaires. J'ai parié sur le forum ma photo de profil qu'il allait dire qu'on a été malchanceux sur ce match en conférence de presse. Et il l'a fait. Alors que, en fait, la malchance qu'on a eue, c'est pas de pas avoir. C'est pas de pas avoir égalisé. La malchance qu'on a eue, c'est d'avoir fait croire aux gens qu'on était proche de Leipzig. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas regardé le match peuvent se dire, ah, il y a eu 3-2, ils ont fait un peu les cons, ils sont revenus sur la fin. Mais tous ceux qui ont vu le match, on sait tous que l'écart était bien plus grand que ça. Et comme je dis, on affrontait une équipe de Leipzig où il manquait 3 de leurs 5 joueurs défensifs. Donc voilà, je vous propose de passer directement au top, rapidement, de cette Ligue des Champions, et on finira sur le cas Pogba. Des tops, il y en a eu assez peu. Je vais commencer pour une fois. J'ai envie de juste féliciter Bruno qui a montré. J'avais quand même des doutes. Alors, moi, je le regardais beaucoup parce que, ayant la chance, ou je sais pas, de payer l'abonnement RMC Sport, je l'ai vu beaucoup dans le championnat portugais. J'avais déjà des doutes qu'il arrive à être autant performant et autant staté, même si je ne suis pas sûr que c'est moi soit français, mais faire des stats en première ligue, il l'a fait, c'est notre meilleur joueur et de loin depuis peut-être Wayne Rooney. Et j'avais des doutes en première ligue, il l'a fait, je me suis dit attention, Ligue des Champions c'est encore le niveau au-dessus, et il a montré que c'était un joueur de classe mondiale, et aujourd'hui il fait partie des top 3, top 5 à son poste à coup sûr. Donc bravo Bruno. Et Guillaume, toi tu voulais féliciter malheureusement celui qui n'a pas pu être là hier soir parce que suspendu, mais tu voulais féliciter Fred.
Ouais, qui depuis la reprise du championnat après le confinement en milieu d'année, moi je trouve a beaucoup progressé. Il s'est vraiment beaucoup plus affirmé. J'en avais déjà parlé. Au point de pousser, on y viendra après, un joueur comme Pogba sur le banc. Donc ouais, moi je trouve que c'est un très bon joueur qui est peut-être un petit peu plus en retrait que certains autres comme Bruno par exemple, ou si on retrouve éventuellement le Van de Beek de l'Ajax, c'est un joueur qui est pas dans ce registre-là, qui est plus en retrait, mais je trouve qu'il est vraiment très très bon. Bon, malheureusement, il prend 2 jaunes contre Paris, dont le premier qui moi m'a fait bondir, vu la simulation de Paredes, mais ouais, vraiment, si je devais retenir un joueur et au-delà de la phase de Ligue des Champions, depuis, on va dire, la reprise du championnat au mois de mai, moi je dirais Fred. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alan, toi, t'étais beaucoup plus, t'as beaucoup plus galéré pour trouver un top sur cette élimination et sur les 6 matchs qu'on a joués de Ligue des Champions. Et toi, tu m'as donné comme top l'argent. Donc, Bah, sur le terrain, moi je vois aucun top. Voilà. Donc j'ai réfléchi pendant 10 minutes dans mon canapé et et non, rien du tout. Donc bah ouais, top, c'est qu'on a ramassé quelques millions pour les Glazers fin de l'année. Donc c'est ça. voilà. C'est vrai que c'est compliqué, mais parce que tous les joueurs, moi je suis d'accord avec Guillaume, Fred, pour moi, aurait été mon homme de la première partie s'il n'avait pas pris ce carton rouge. On aurait pu parler de Rashford, mais Rashford, c'est un match, tu te dis que c'est un top 3 à son poste. Le match d'après, tu te dis, mais il doit même pas jouer en première ligue. Bruno, il a aussi fait des top matchs, mais le match contre Paris, là, il est inexistant. Donc, Tellement pas de continuité et que c'est compliqué sur la phase de groupe de ressortir quelque chose, quoi. C'est ça en fait. après aussi, on a joué énormément comme j'ai dit avec Solskjaer, hein. On va pas revenir sur Solskjaer parce que c'est pas un podcast sur Solskjaer. Mais les joueurs, comment tu vas avoir de la continuité quand tu changes de dispositif et d'homme clé toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? C'est-à-dire que sur les 6 matchs qu'on a joué, on a changé. Alors, on a commencé par un 5-3-2. Après, on a fait notre 4-2-3-1 contre Leipzig. Après, on a fait notre 4-2-3-1 contre Istanbul où on perd. Le deuxième match contre Istanbul, on fait un 4-4-2 Losange. Après, on rejoue Paris, on joue en 3-5-2. En 4-2-3-1, pardon. Et là, on joue à 5-3-2. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 2 matchs de suite avec le même dispositif, en plus de changer les joueurs. Donc c'est pour ça que c'est très dur d'avoir de la continuité. Nathanaël, toi ton top, ça aurait été... À la base, j'étais plus pour dire Fred, mais je vais peut-être. Alors, c'est un top très nuancé. Vraiment, je l'avais dit en off, mais pour moi, ça sera McTominay. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je pense que vous savez déjà. C'est dans la mesure où, globalement, sur les matchs, je trouvais que c'était un des seuls réguliers. Alors, il n'a pas forcément fait d'excellents matchs, mais il n'a jamais sombré, contrairement à beaucoup de ses coéquipiers. Ça, il faut le signaler. Je ne pourrais pas se citer, en tout cas dans cette phase de Ligue des Champions, de matchs catastrophiques de la part de l'Écossais. Et c'est un des seuls qui peut s'en vanter. C'est un joueur qui est toujours, qui sera jamais un joueur de classe mondiale, enfin, à moins d'une surprise, mais c'est voilà, c'est un joueur qui est solide, qui ne réussit jamais à faire l'effort. Je pense que beaucoup devraient prendre exemple sur lui au passage. Voilà, c'est un joueur qui n'est pas si horrible techniquement que certains veulent le dire aussi. Je trouve qu'il est quand même plutôt propre, même si des fois on sent qu'il y a quand même des lacunes, c'est vrai. Euh, voilà, puis c'est un joueur qui a une certaine force et une certaine présence aussi. C'est toujours utile d'avoir ce genre de mec. Contre le PSG, j'ai beaucoup aimé son match, par exemple. Beaucoup disent que Neymar l'a mis la misère. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que c'était plutôt disputé, que c'était une opposition. Neymar, c'est un des meilleurs joueurs du monde, de toute façon. Et McTominay lui a quand même donné du fil à retordre. C'était un duel assez plaisant à voir. Et en plus de ça, McTominay, c'est pas le genre de joueur qui va prendre des cartons rouges stupides, comme par exemple le faire Fred, quoi. C'est un mec qui est quand même plutôt, qui m'a l'air d'être aussi assez malin. Il a une certaine intelligence, McTominay, qu'on sous-estime beaucoup, un peu à la Van Bommel. Le mec qui va faire des petites fautes, le petit truc qui va énerver l'adversaire, mais tout en restant quelque part dans la limite entre la légalité et genre de mec qui est toujours limite, mais ça passe. Mais c'est plutôt calculé, je trouve, ce qu'il fait en général. Ça n'a pas l'air d'être juste un gros bourrin. Et je trouve que même si c'est pas non plus un top player, pour moi, c'est quand même un joueur qui est grandement sous-estimé. Je voulais lui rendre hommage parce que j'aime beaucoup ce genre de joueur, à la même manière que j'ai adoré un Darren Fletcher, par exemple. Et je te rejoins, moi, complètement. Alors moi je vais, et ça va faire transition avec le dernier point qu'on va aborder de ce podcast.
Moi, McTominay, vous savez que j'ai de la peine parce que, en fait, si tu veux être intéressant au niveau du jeu, en fait, j'ai pas un problème contre McTominay, mais tu peux pas avoir des intentions offensives en faisant jouer McTominay-Fred, McTominay-Matic, Matic-Fred. Il n'y a pas de miracle, normalement c'est trois joueurs qui sont un peu dans le même registre. Alors oui, Fred est beaucoup plus rapide et dynamique, mais c'est trois joueurs qui récupèrent bien la balle, qui ont Matic a un poil supérieur sur la première passe, mais c'est des joueurs qui créent rien ou presque vers l'avant. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours soutenu d'autres joueurs, et dont un dont on va parler maintenant, qui est Paul Pogba. Euh, Comme vous avez sûrement pas pu le rater avant le match, son agent la veille nous a fait du Raiola et comme quoi c'était fini. Paul Pogba à Manchester United, que de toute façon il ne re-signerait pas son contrat et qu'il faudrait partir. Il est même allé dire qu'il serait très bien à la Juventus. Du grand Mino Raiola dans le texte et dans la forme. Et malheureusement, je défends toujours Pogba parce que c'est pas Pogba qui. Pogba a fait très très peu de citations de ce type-là, et on lui a souvent mis sur le dos les citations de ses frères et de Raiola, mais à force de ne rien dire, c'est que tu consens. T'es peut-être même derrière tout ça, je sais pas. En tout cas, il y a eu un problème tout autour de sa prolongation depuis 2-3 mois. Hein. Je pense que c'est une stratégie de négociation que Raiola a fait. Il l'a déjà fait avec énormément de ses joueurs. Ça va pas changer avec nous. Ça touche plus de monde parce que c'est Pogba, mais j'aurais aimé avoir votre avis, surtout pas sur les faits, parce que tout le monde l'a lu, mais sur son utilisation lors de ce match et de son avenir, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne partira pas avant le 1er janvier. Donc qu'est-ce que vous feriez, et est-ce que vous avez été d'accord avec son utilisation de Solskjaer hier soir? On va commencer par Nathanaël, qui a l'air d'être chaud sur Pogba. Pour être honnête, encore une fois, j'ai pas trouvé son utilisation particulièrement bonne, mais en fait, j'ai pas trouvé ça pire que ce qu'il fait d'habitude. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça positif qu'il soit mis sur le banc parce que ses performances étaient vraiment en dessous et que tu voyais des mecs comme McTominay, justement, même si c'est pas le même registre, ou Fred, C'est simplement ça. meilleur. Juste sur ce point, non, McTominay ne fait pas des meilleurs matchs que Pogba, c'est juste que le curseur d'attente entre McTominay et Pogba est beaucoup plus bas et on lui demande pas les mêmes choses. Aussi, mais Pogba, Continue. il fait des matchs plus Ah oui, mauvais ouais, que- Enfin, bref, c'est une autre Mais par histoire, contre, mais McTominay ne sera Pogba, jamais il est pas- capable de faire un match que fait Pogba quand il est en forme. Mais continue, je Ouais, je c'est une t'ai autre interrompu. histoire, mais Ouais. bon, après, on peut avoir des divergences, c'est pas un problème. Mais toutefois, là où on sera sûrement d'accord, c'est que de toute façon, Pogba, je suis désolé, à part contre le PSG où j'ai souligné, j'ai pas manqué de le faire, son entrée qui a été à l'aller, hein, qui a été exceptionnelle, qui nous a vraiment aidé à débloquer le match. Mais à part cette entrée-là, globalement, à chaque fois qu'il est rentré en jeu, j'ai jamais trouvé transcendant. À croire que même le fait d'avoir été mis sur le banc, ça l'a pas spécialement plus boosté que ça. Et encore une fois, hier, je ne l'ai pas trouvé catastrophique, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, il marque ce but, même si en soi, il a été compté contre Konaté, je viens de vérifier. C'est Konaté contre son camp d'ailleurs, pour votre question. Euh, et non, voilà quoi, c'est Moi, je l'ai franchement, trouvé. qui retourne à la Juve, franchement, c'est pour faire des perfs comme ça, et surtout par rapport à son attitude en dehors du terrain, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi, Alors moi, je l'ai trouvé plutôt bon hier. avec lui, quoi. Je l'ai trouvé plutôt bon hier, mais en fait, ce que je voulais vraiment savoir, c'est et je vais poser aussi la question à mes autres coéquipiers de podcast. Je veux dire, en fait, ce qui m'a gêné, hein, moi je suis un grand défenseur de Pogba sur le terrain. Je trouve qu'il est critiqué et quand il sera définitivement parti, ce sera l'occasion de faire un vrai podcast pour parler du terrain. Mais ce que Raiola a fait est inadmissible et surtout que lui, vu comme il a rien dit, comme je l'ai dit, il le consent. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, et je vais surtout cibler ma question, c'est que pour moi, il y a deux possibilités. Après cette réaction dans les médias de Raiola. Soit tu te dis, c'est pas grave, t'as pissé sur le club, mais c'est pas grave. Donc tu continues à jouer comme d'habitude, et là, je suis sûr qu'il aurait été titulaire aujourd'hui. Et tu fais comme si de rien n'était. Soit tu te dis non, t'es allé trop loin, c'est fini pour toi, il reste un mois, dans un mois on te transfère ou on fait un échange. Et là, tu te dis que tu ne le fais plus jouer. Ce qui m'a dérangé dans l'attitude et la gestion de Solskjaer, c'est qu'on a vu qu'il a été puni au début, entre guillemets, et que quand on perd 2-0 et qu'il faut tout d'un coup prier,
j'ai l'impression qu'il s'est retourné vers Pogba puis qu'il lui a dit ok Paul, t'es pas content chez nous, t'as clairement pissé sur nous dans les médias, mais est-ce que tu peux venir nous sauver maintenant? Voilà ce que j'ai comme impression, c'est ça qui m'a dérangé et c'est ça que je voulais voir avec vous si ça vous a autant dérangé qui rentre en fait ou sa gestion. Jérémy, est-ce que tu es de mon point de Alors, vue ou est-ce que t'as pas compris ce que je voulais dire? moi, je vais avoir un avis assez tranché parce que j'ai jamais apprécié le joueur Pogba chez nous. J'ai toujours considéré que c'était un faux bon joueur. C'est-à-dire que c'est un bon joueur. Il a une base indéniable, il a une base physique, il a des qualités de frappe, il n'y a pas de problème. De toute façon, t'atteins pas le haut niveau si t'as zéro qualité, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai toujours considéré que son parcours à la Juve, puisque finalement, c'est toujours ça qu'on met en avant, puisque finalement, on met pas forcément en avant ce qu'il a fait chez nous, vu que c'est pas si concluant que ça. À la Juve, il était énormément entouré. Il était dans une équipe qui dominait son championnat. Donc c'est un peu le principe en fait. Tu mets aujourd'hui un joueur même moyen au PSG, le PSG domine tellement de championnats que ça se verra pas trop. Moi je pense que Pogba à la Juve il était sublimé et qu'il ne sublimait pas particulièrement ses coéquipiers. Donc arrivé chez nous, on arrive un peu dans ce contexte-là. Il est arrivé chez nous en tant que leader, même si à mon sens c'en était pas un. Et aujourd'hui, on en a fait un peu même notre sauveur en espérant se retrancher derrière ses qualités physiques et voir un peu sa frappe de loin. Et c'est ce que lui a demandé en rentrant, je pense, hier Solskjaer, qui s'est assis clairement sur sa fierté et qui lui a demandé de rentrer en mode sauveur parce que c'est un petit peu ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a pris des ballons, il a tiré de loin, il a pris de sa chance. Alors, c'est un peu ce qu'il fallait parce que de toute façon, vu la physionomie du match, il fallait essayer autre chose. Mais actuellement, moi, avec des déclarations comme ça contre le club, je sais pas, je serais pas capable de répondre à cette question s'il fallait le faire rentrer, mais tout ce que je sais, c'est que quelqu'un comme Ferguson a toujours dit qu'on mettait pas un joueur au-dessus du club, et quelqu'un comme Ferguson a été capable de laisser sur un banc des joueurs comme Pogba et Rooney. Pogba, excusez-moi, comme Beckham et Rooney. Donc du coup, je pense et ça a réussi au club. On va pas se mentir, c'est des choses qui ont réussi au club. Alors certes, on était peut-être dans de meilleures dynamiques sportives à ce moment-là, mais ça a quand même été des choix forts. Et Solskjaer, actuellement, on considère qu'il n'est pas capable de faire des choix forts et il a peut-être raté une occasion d'en faire un en laissant Pogba sur le banc malgré la situation. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Alan et Guillaume, sur le cas Pogba et sur ce qui s'est passé hier soir? Oui, bah moi je veux bien commencer. Hein. Donc, moi je vais être très clair. Hein. C'est clair que le club il doit pas dépendre d'un joueur comme Pogba qui pisse sur le club à longueur d'année. Donc moi c'est clair qu'hier je suis Solskjaer, je le fais pas rentrer quoi. Donc quitte à perdre, ouais. Donc pour moi c'est clair que jusqu'au 1er janvier, bah, s'il veut Solskjaer il le met sur le banc et puis il regarde leur série là sur sa tablette et puis bah, le 1er janvier bah, il l'emmène avec lui en Norvège pour faire le doublé du championnat norvégien et la coupe et puis voilà. Hein. Mais, moi j'ai pu le voir sous le maillot. Je suis d'accord avec toi et pourtant j'ai même un maillot Pogba, on va dire. Mais Guillaume, tu as quelque chose à rajouter sur Pogba? Non, je pense que vous avez tout dit. Moi, Pogba, j'étais pas pour sa venue, enfin son retour à la base. Ça fait, pour moi, ça fait un petit peu, comment je vais dire, caprice de riche. À l'époque, quand il est arrivé, il fallait un joueur porte-étendard. Et bon, maintenant, c'est plus facile de parler vu ce qu'il a fait depuis son retour, bien sûr, mais j'ai jamais été extrêmement convaincu par les grosses arrivées comme ça. C'est un petit peu aussi pour ça je fais le parallèle avec Sancho cet été. J'ai jamais été très fan des gros transferts comme ça. Je le comparais depuis la reprise du championnat après le confinement début d'année avec Fred. Je préfère largement un joueur comme Fred qui va se battre avec ses qualités, ses défauts, mais au moins il donne ce qu'il a. C'est pas un joueur qui est ultra médiatique. Voilà, moi je préfère largement avoir des joueurs comme ça, comme McTominay. Au moins on joue avec ce qu'on sait faire, plutôt que de jouer avec un joueur yo-yo comme ça, qui voilà va être capable de faire plusieurs matchs moyens. Mais on va se dire, oh, quand même, il a coûté 100 millions d'euros, j'ai du mal à le mettre sur le banc, etc. Et puis voilà, au bout du 3 ou 4e match moyen, il va faire une frappe incroyable, il va mettre un but ou égaliser. Il va se dire, bon allez, c'est bon, Pogba revient au haut niveau, ça y est, le renouveau Pogba, machin, tous les titres qu'on peut voir des fois.
et on repart sur un cycle de plusieurs matchs moyens. Il va faire 2-3 passes incroyables. Il va aller en équipe de France. Là, il est avec Deschamps, il est avec tous ses copains. Donc là, c'est le super Pogba qu'on peut voir des fois, le Pogba qu'on a vu à la Coupe du Monde et tout. Il va mettre des buts ou des passes incroyables comme il a fait là dernièrement avec l'équipe de France. Puis on va se dire, oh là, quel joueur incroyable quand même, parce que quand il est vraiment à fond, c'est un joueur phénoménal. Oui, c'est vrai, mais quand on regarde la globalité, quand on le récupère nous en club, je suis désolé, c'est pas voilà. Après, je dis c'est un peu facile de parler maintenant, mais j'ai jamais été extrêmement fan de ce type de joueur-là, très bling bling si je peux dire. Moi, pour nuancer et pour finir sur Pogba, je pense que le problème a été le timing. C'est-à-dire que Pogba, sur ses 4 ans à Manchester United, il est arrivé où pendant 2 ans, ses meilleurs coéquipiers étaient Fellaini et Herrera au milieu de terrain. Et que Pogba, c'est un joueur qui magnifie un collectif déjà en place. C'est ce qu'il a fait à la Juve. La Juve était déjà forte. Pogba a éclos et Pogba a rendu encore ce collectif encore plus fort. C'est ce qu'il a fait avec la France, où il y a des super joueurs, il y avait un bon collectif à côté, et lui, il a fait passer ce step au-dessus. Nous, on a voulu en faire une star qui nous relève tout seul. Il n'en a pas été capable, c'est clair. Mais c'est pas le type de joueur. C'était une erreur dès le début d'avoir pensé ça. C'était un coup marketing. D'ailleurs, il a été présenté par Woodward ou Glazer comme un coup marketing, si vous ne saviez pas. Ah ben, je ne sais pas pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, parce qu'on oublie vite, hein, mais je vous signale que quand il est parti de la Juve, justement, il n'est pas parti propre, hein, puisque il ne déclarait pas s'il restait ou s'il partait, et ça s'est su qu'il arrivait chez nous, non pas par nous, mais je vous rappelle par la campagne de Bubadias, qui a annoncé son joueur, qui a annoncé du coup la Juve qui partait et qui arrivait chez nous. Moi, j'aurais été la Juve, le voir partir comme ça, je l'aurais en travers. Hein. Dans très très tard, quasiment à minuit et tout, oui, je m'en souviens très très bien avec sa petite danse et tout. C'est le genre de joueur que j'aime. Et je suis pas d'accord par contre avec toi sur les joueurs, le parallèle que tu as fait avec Fred. Je trouve que même sous l'ère Ferguson où on marchait sur tout le monde, ou même sur ouais, c'est le meilleur exemple. Pour un Park et un Carrick, même Carrick, un Park, un Fletcher ou des gars comme ça, on avait des joueurs d'énormes talents autour. Et je pense qu'on a besoin de joueurs du talent de Pogba. Ça n'a pas marché, ça n'a aussi pas été la bonne mentalité. D'ailleurs, il faudrait peut-être un jour. Au-delà du talent de Pogba, le problème, c'est surtout sa mentalité, quoi. Mais c'est un problème qu'on retrouve quand même. J'ai pas envie de faire du anti-français de base, mais c'est un problème qu'on retrouve avec Ousmane Dembélé, c'est un problème qu'on retrouve avec Kylian Mbappé depuis une année, c'est un problème qu'on retrouve avec Anthony Martial, il y a un problème aussi actuellement avec Antoine Griezmann, mais bon, on dirait que les 10 premières années de sa carrière, il n'y a aucun problème. C'est un problème qu'on a vu aussi avec Lemar à l'Atlético. T'as la Casette Arsenal. La Casette Arsenal. Il y a quand même, alors c'est peut-être que ça nous touche plus parce qu'on a on les suit plus ces joueurs, mais il y a un problème de comportement là-dessus et ces jeunes starlets qui sont trop vite portés au niveau des top, c'est peut-être un problème et j'espère pour finir sur Pogba que c'est terminé, on arrête de prendre des joueurs de Raiola. De toute façon, ça marche jamais, ça n'a jamais marché avec nous. À chaque fois, il nous a tenus par les couilles pour être un peu vulgaire. Et il le fait avec tous ses clubs et tous ses joueurs. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Lukaku lors de son arrivée et lors de son départ, avec Mkhitaryan, avec De Ligt, son transfert. Donc, non, pour moi, je ne veux. D'ailleurs, Ferguson l'avait très bien dit. Il ne faut pas avoir Mino Raiola dans son club et nous on n'a que des problèmes. On peut aussi voir pour finir avec Donnarumma qui a toujours que 21 ans, mais Donnarumma qui a fait des pieds et des mains pour signer comme étant presque le gardien le plus cher du monde et à faire signer toute sa famille à l'AC Milan. Il y a des problèmes de transfert avec Marco Verratti depuis 5 ans. Moise Kean il fait que de bouger. Et Haaland, son transfert, ça a été folklorique. Lozano aussi, il a changé 10 fois de nom. Le
Le problème, c'est que pour l'avenir, il a énormément de jeunes talents. Mais pour moi, il faut qu'on reste loin de ce type. Et on s'en portera très bien. D'ailleurs, tu vois, il a... D'ailleurs, si tu prends les top clubs, il a très peu de joueurs dans les top clubs. Alors, il a De Ligt à la Juve, mais tu vois, il a aucun joueur au Barça, il a aucun joueur au Real, il a aucun joueur au Bayern Munich, il a aucun joueur à Liverpool. Il a un seul joueur à City, mais bon, c'est Philippe Sandler qui a 23 ans, qui a jamais joué une minute. Donc peut-être qu'il faut qu'on prenne exemple sur eux et qu'on arrête Après, le Real, ils sont chauds sur Haaland, donc ça peut être changé. Oui, Après, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, j'ai dit, là, ils ont aucun de ces joueurs sont là-bas. Et bizarrement, tous ces joueurs, à part Haaland, ils sont dans des clubs où les trois quarts où il y a des problèmes. Il en a à Manchester United, il en a au PSG où il y a des problèmes, il en a à l'AC Milan où il n'y a eu que des problèmes, il en a à Naples où il n'y a que des problèmes aussi. Donc, au-delà de Raiola, c'est le problème des agents dans le foot aujourd'hui, de toute façon. mais les autres pas. Mendes, Les autres pas. si vous voulez. Mais Mendes, même moi, alors Mendes qui fait avec Wolverhampton, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est assez triste quand même. Mais si vous regardez, Bruno, il a aussi son agent. Quand il a signé, on n'a pas dû vendre nos traces. Et puis, c'est un joueur qui est correct. Et si tu regardes tous les transferts qu'a fait City ou Liverpool, ils n'ont jamais de problème d'agent. Les problèmes d'agent, une bonne partie des problèmes d'agent viennent de Raiola, parce que Raiola, tout le monde rigole, mais c'est un ancien pizzaiolo, et qu'il a aucun code du monde du foot, à part, il négocie très bien pour ses joueurs, et il gagne énormément d'argent, et c'est tout sauf un gentleman, et pour moi là, bien sûr que j'adore les footballeurs Verratti, De Ligt et Haaland, mais j'en veux pas, j'en veux pas. C'est bon, parce que lui aussi pisse sur notre club depuis bien trop longtemps. Donc, je pense qu'on a fait le tour malheureusement sur cette fin de parcours en Ligue des Champions. On en a profité pour débattre un peu de nos amis Pogba, Solskjaer et des flops et tops de cette première partie de saison quasiment. Vu que beaucoup de flops malheureusement comme beaucoup trop souvent depuis 6-7 ans. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci Jérémy, Alan, Nathanaël et Guillaume qui ont participé et qui m'ont servi de psy après cette débandade d'hier soir. Pas de rien. Puis, j'espère que ceux qui l'écouteront prendront plus de plaisir que hier soir. Ouais, c'est pas possible de faire pire de toute façon. Je vous rappelle juste de ne pas oublier de nous suivre sur Facebook, sur Twitter et bien évidemment sur le forum. Si vous voulez participer un jour à cette émission, ce sera avec plaisir qu'on parlera de la vie de ce club qui tombe sur la tête avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao. Ciao. Au revoir.